Loi 41. Ne succédez à personne. Principe. Le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa suite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire 2 fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son ombre. Ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre. Affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son legs aux orties et établissez votre pouvoir en brillant à votre façon. Violation de la loi. Lorsque Louis XIV mourut en 1715, après un brillant règne de 55 ans, tous les regards se portèrent sur son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, successeur qu'il s'était choisi. L'enfant, qui n'avait que 5 ans, se révélerait-il aussi grand monarque que le roi Soleil? D'un pays au bord de la guerre civile, Louis XIV avait fait la première puissance d'Europe. Les dernières années de son règne avaient été difficiles car il était vieux et las, mais on espérait que l'enfant deviendrait un souverain énergique qui revigorerait le pays et poursuivrait le travail commencé par son arrière-grand-père. À cet effet, les plus grands esprits de France furent désignés comme précepteurs de l'enfant. Ils lui apprirent l'art de la gouvernance d'après les méthodes établies par le roi Soleil. Rien ne manqua à son éducation. Mais lorsque, en 1726, Louis XV monta sur le trône, il changea du tout au tout. Il n'avait plus ni à étudier, ni à obéir, ni à faire ses preuves. Il était seul à la tête d'une grande nation, il était riche et puissant. Il pouvait enfin faire ce qui lui plaisait. Les premières années de son règne, Louis XV s'adonna à tous les plaisirs, laissant les affaires de l'État aux mains d'un ministre de confiance, le cardinal de Fleury. Personne n'y trouva rien à redire, car il faut que jeunesse se passe, et puis Fleury était bon ministre. Mais il apparut progressivement que ce comportement n'était pas passager. Louis XV ne se souciait guère de gouverner. Sa principale inquiétude n'était ni les finances de la France, ni une éventuelle guerre avec l'Espagne, mais l'ennui. Il ne supportait pas de s'ennuyer. Lorsqu'il n'était pas en train de chasser ou de trousser des pucelles, il passait son temps aux tables de jeu où il pouvait perdre d'énormes sommes en une nuit. Comme toujours, la cour singeait le monarque, s'adonnant aux jeux d'argent et au libertinage. Les courtisans n'avaient que faire de l'avenir de la France. Ils s'échinaient à plaire au roi et faisaient la course aux titres et aux sinécures qui leur rapportaient des pensions à vie, et aux postes de cabinet grassement payés moyennant un travail dérisoire. Les parasites envahirent la cour et les dettes de l'État s'alourdirent. En 1745, Louis tomba amoureux de Madame de Pompadour, femme de tête issue de la classe moyenne, qui avait réussi à s'élever grâce à son charme, à son intelligence et à un beau mariage. La Pompadour devint maîtresse officielle du roi. Dans le même temps, elle se fit l'arbitre du goût et de la mode en France. Mais la favorite avait aussi des ambitions politiques et était l'officieux premier ministre du pays. Ce n'était pas Louis XV, mais bien elle qui nommait et renvoyait les ministres. En vieillissant, Louis XV s'abandonna de plus en plus à ses démons. Dans toute la France furent recrutés par les soins de la Pompadour elle-même de jeunes vierges de petite vertu et de peu d'intelligence qui étaient dirigées vers un pavillon du Parc aux Cerfs, un quartier de Versailles, où elles étaient entretenues. Le roi s'y rendait à toute heure du jour et de la nuit par des passages dérobés. Lorsque Madame de Pompadour mourut en 1764, elle fut remplacée par Madame du Barry, qui prit rapidement de l'ascendant sur la cour. Comme la Pompadour avant elle, elle se piquait de politique. Si un ministre avait le malheur de lui déplaire, il était renvoyé. Toute l'Europe fut atterrée lorsque la du Barry, fille de boulanger, parvint à faire destituer Étienne de Choiseul, ministre des Affaires étrangères et diplomate compétent entre tous, et ce pour une peccadille. Il ne s'était pas montré assez obséquieux.
Le temps passait. Escrocs et charlatans pullulaient à Versailles. Ils entraînèrent Louis XV vers l'astrologie, les sciences occultes et les affaires frauduleuses. Louis XV, dit le bien-aimé, perdait la faveur du peuple. La devise du règne devint « Après moi, le déluge ». Effectivement, lorsque Louis XV mourut en 1774, usé par la débauche, les finances du pays étaient dans un état désastreux. Son petit-fils Louis XVI hérita d'un royaume qui avait désespérément besoin d'être réformé par un souverain qui le reprenne en main. Mais Louis XVI, brave homme passionné de serrurerie, regarda impuissant le pays glisser vers la Révolution. En 1792, la République proclama la fin de la monarchie et baptisa le roi Louis le Dernier. Quelques mois plus tard, sa tête roulait au pied de la guillotine, bientôt suivie par celle de la reine, la veuve Capet. Interprétation. Louis XIV avait fait de la France la première puissance d'Europe. Les plus grands généraux tremblaient en sa présence. Un cuisinier qui avait raté un plat préféra se suicider que d'affronter sa colère. Louis XIV eut beaucoup de maîtresses, mais sortie de son lit, elle n'avait guère de pouvoir. Il fit venir à sa cour les esprits les plus brillants de l'époque. Versailles était le symbole de ce pouvoir. Rejetant le Louvre, palais de ses ancêtres, il avait construit le sien en rase campagne, symbole d'un nouvel ordre qui gravitait autour de lui seul. Il fit de Versailles la clé de voûte de son règne, un lieu que les plus grands d'Europe lui enviaient et fréquentaient avec un respect mêlé de crainte. Louis XIV, héritier d'une monarchie décadente, avait imposé ses symboles et le rayonnement de son pouvoir absolu. À l'inverse, Louis XV est l'archétype même du personnage qui hérite d'un grand homme. On pourrait croire facile à un fils ou à un successeur de bâtir sur les grandioses fondations de son prédécesseur. Mais dans le domaine du pouvoir, c'est l'inverse. Le fils choyé, chéri, dilapide presque toujours son héritage, parce qu'il ne s'est pas trouvé devant la nécessité, comme son père, de construire à partir de rien. Comme le constate Machiavel, c'est bien la nécessité qui pousse les hommes à l'action. Lorsque cette nécessité n'existe plus, ne demeure que pourriture et décadence. N'ayant pas besoin d'augmenter l'éclat du pouvoir royal, Louis XV céda inévitablement à l'inertie. Sous son règne, Versailles, symbole de l'autorité du roi Soleil, devint le palais de l'oisiveté, d'une banalité sans bornes, une sorte de Disneyland de la monarchie. Ce monument grandiose finit par représenter tout ce que la paysannerie oppressée de France détestait dans ce régime. C'est avec jubilation qu'il fut pillé lors de la Révolution. Louis XV n'aurait évité le piège tendu au fils ou au successeur d'un homme tel le roi Soleil que d'une seule façon: faire comme s'il partait de rien, mépriser le passé et ses hardes, et choisir une direction totalement nouvelle en se créant son propre monde. Si tant est que vous ayez le choix, il est préférable d'éviter cette situation et de vous installer à une place vide où vous pourrez vous faire l'ordonnateur du chaos sans que votre éclat soit terni par celui d'une autre étoile. Pour être puissant, il faut paraître plus grand que les autres. Si vous êtes dans l'ombre d'un père, d'un roi ou d'un prédécesseur célèbre, il ne vous sera guère possible d'acquérir une telle envergure. Mais le prince venant ensuite à régner par droit de succession et non par le suffrage du peuple, les héritiers dégénérèrent bientôt de leurs ancêtres. Négligeant tout acte de vertu, ils se persuadèrent qu'ils n'avaient autre chose à faire qu'à surpasser leurs semblables en luxe, en mollesse et en tout genre de volupté. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince. Traduit par Jean-Vincent Périès. Respect de la loi. Alexandre le Grand avait, étant jeune homme, une dévorante passion, la haine intense qu'il vouait à son père, le roi Philippe de Macédoine. Il détestait sa façon fourbe et matoise de gouverner,
ses discours grandiloquents, sa débauche. Alexandre savait qu'il lui faudrait devenir l'exact opposé de ce père dominateur. Il devait se montrer intrépide, maîtriser son verbiage, devenir réfléchi et ne pas perdre un temps précieux dans des plaisirs sans gloire. Alexandre reprochait aussi à Philippe d'avoir conquis la plus grande partie de la Grèce. « Mon père continuera ses conquêtes jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien d'extraordinaire à faire », déplora-t-il un jour. Tandis qu'un autre, à sa place, se serait contenté d'hériter de ses richesses et de vivre dans l'oisiveté, Alexandre ne chercha qu'une chose, surpasser son père, effacer son nom de l'histoire en faisant oublier ses succès. Alexandre brûlait de montrer à quel point il lui était supérieur. Un marchand de chevaux de Thessalie amena un jour à Philippe un étalon de prix nommé Bucéphale. Aucun palefrenier ne voulait l'approcher tant il était sauvage. Philippe réprimanda le marchand de lui avoir amené une bête aussi rebelle. Alexandre, qui assistait à la scène, observa « Quel dommage de perdre un cheval de cette qualité parce qu'on est incapable de le débourrer. » Philippe, piqué, le mit au défi de le monter et fit rappeler le marchand, espérant secrètement que son fils mordrait la poussière et retiendrait la leçon. Mais c'est Alexandre qui lui en donna une. Non seulement il parvint à monter Bucéphale, mais il réussit à lui faire prendre le galop. Il avait dompté le cheval qui le conduirait jusqu'en Inde. Les courtisans applaudirent avec enthousiasme, mais Philippe enrageait, car il voyait en son fils un rival. La méfiance d'Alexandre envers son père ne cessa de croître. Les deux hommes eurent un jour une altercation devant la cour, et Philippe tira l'épée contre son fils. Mais le roi avait abusé du vin, il trébucha. Alexandre, railleur, montra son père du doigt. « Macédonien, voici l'homme qui se prépare à passer d'Europe en Asie. Il ne peut passer d'une table à une autre sans tomber. » Lorsque Alexandre avait 18 ans, un courtisan mécontent assassina Philippe. Comme la nouvelle du régicide se répandait à travers la Grèce, les cités se rebellèrent les unes après les autres contre la tutelle macédonienne. Les conseillers de Philippe supplièrent Alexandre, maintenant roi, de procéder prudemment, comme Philippe l'avait fait, et de reconquérir les cités par la ruse. Mais Alexandre avait une autre manière. Il déferla avec son armée jusqu'aux limites du royaume, rasa les cités rebelles et reprit l'empire en main avec une brutale efficacité. Généralement, lorsqu'un jeune fils rebelle avance en âge, sa lutte contre l'image paternelle s'affaiblit, et il finit par ressembler à l'homme qu'il a voulu défier. Mais le dégoût qu'Alexandre éprouvait pour son père ne se calma pas à la mort de Philippe. Une fois maître de la Grèce, il s'intéressa à la Perse, que son père, qui rêvait de conquérir l'Asie, n'avait jamais vaincue. S'il parvenait à battre les Perses, Alexandre deviendrait plus célèbre que Philippe. Alexandre entra en Asie mineure avec 35 000 soldats face à des forces perses qui en alignaient 1 million. Avant la bataille décisive, il traversa la ville de Gordione en Phrygie. Là, dans le temple, se trouvait un antique char, celui du mythique roi Midas, attaché avec des cordes en écorce de cornouiller. La légende voulait que l'homme qui réussirait à défaire ces cordes, le nœud gordien, deviendrait le maître de l'Asie. Beaucoup s'étaient attaqués à l'énigme de ce nœud compliqué, mais nul n'avait réussi. Alexandre, constatant qu'il était impossible de le dénouer, faute d'une extrémité pour le défaire, dégaina son glaive et trancha la corde. Ce geste symbolique montra qu'il se distinguerait de tous les autres et tracerait audacieusement sa propre route. Contre toute attente, Alexandre vainquit les Perses. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils s'en tiennent là. C'était un immense triomphe, la certitude d'une célébrité éternelle. Mais Alexandre considérait ses succès comme il considérait son père. Sa conquête de la Perse appartenait au passé, et pour rien au monde, il ne voulait se reposer sur des triomphes révolus, ni donner au passé plus de lustre qu'au présent. Il continua vers l'Inde,
étendant son empire au-delà des frontières connues de l'époque. Seul le mécontentement de ses soldats épuisés l'empêcha d'aller plus loin. Interprétation. L'histoire d'Alexandre est très originale. C'est celle d'un fils à papa, un gosse de riche qui parvient à surpasser son père en gloire et en pouvoir. Son histoire est originale pour une raison simple. Le père parvient souvent à amasser une fortune, à conquérir un royaume parce qu'il part de rien ou de très peu. C'est un besoin désespéré qui le pousse à réussir. Il n'a rien à perdre en se montrant fourbe et impétueux, et lui n'a pas de père fameux à dépasser. Ce type d'homme a des raisons d'être sûr de lui, de croire que sa façon de faire est la bonne, car après tout, elle a donné des résultats. Lorsqu'un tel homme a un fils, lequel aborde la vie dans des circonstances totalement différentes, il lui impose ses leçons en père dominant, à la présence écrasante. Au lieu d'encourager son fils à choisir une nouvelle direction, le père essaie de lui faire prendre la relève, avec l'espoir secret peut-être qu'il échouera, comme Philippe espérait qu'Alexandre tombe de Bucéphale. Après tout, un père envie la jeunesse et la vigueur de son fils. Il cherche à le contrôler et à le dominer. Le fils de ce père-là devient souvent tatillon, voire lâche, agrippé à ce que son père a conquis. Un fils ne peut sortir de l'ombre de son père sans adopter la stratégie impitoyable d'Alexandre. Fouler le passé aux pieds, créer son propre royaume et faire de l'ombre à son père au lieu de rester dans la sienne. Si vous ne pouvez pas concrètement partir de zéro, il serait stupide de renoncer à un bel héritage, vous pouvez en faire la démarche psychologique, en secouant le poids du passé et en choisissant une voie nouvelle. Alexandre avait l'intuition que les privilèges de la naissance sont souvent des obstacles au pouvoir. Montrez-vous impitoyable avec le temps révolu, non seulement celui de vos ancêtres, mais aussi le vôtre. Seuls les faibles se reposent sur leurs lauriers et se font une gloire des triomphes passés. Au jeu du pouvoir, il n'y a pas de repos du guerrier. Les clés du pouvoir. Certains royaumes anciens, comme ceux du Bengale et de Sumatra, avaient pour coutume de mettre à mort leur roi après quelques années de règne. C'était en partie un rituel de renouveau, mais aussi un moyen d'empêcher le souverain de prendre trop de pouvoir. Un roi tente généralement d'établir un pouvoir absolu aux dépens d'autres familles et de ses propres fils. Au lieu de protéger la tribu et d'en prendre la direction en temps de guerre, il essaie de la dominer. On le battait donc à mort ou on l'exécutait selon un rituel précis. Dès sa mort, on pouvait se permettre de l'honorer comme un dieu. On était sûr que cela ne lui monterait pas à la tête. La place était libre pour un ordre nouveau, un monarque plus jeune. L'attitude ambiguë, voire hostile, que l'on peut avoir envers un roi ou un substitut paternel est aussi exprimée dans les légendes de héros orphelins. Moïse, l'archétype de l'homme de pouvoir, avait été trouvé abandonné dans des joncs et n'avait jamais connu ses parents. Il n'avait pas de père avec lequel rivaliser ou qui lui aurait imposé des limites. Il put ainsi atteindre les sommets du pouvoir. De même, Hercule n'avait pas de père sur terre, il était le fils du dieu Zeus. Alexandre le Grand chercha à faire croire qu'il avait été engendré par le dieu Jupiter Ammon et non par Philippe de Macédoine. Ce genre de légende élimine le géniteur humain parce que ce dernier symbolise la puissance destructrice du passé. Le passé empêche le jeune héros de créer son propre monde. Il est tenu de suivre le modèle paternel, même après la mort de celui-ci ou de sa chute. Le héros doit s'incliner et ramper devant son prédécesseur, se plier à la tradition. Ce qui a réussi par le passé est censé se prolonger dans le présent, même si les circonstances ont considérablement changé. Son passé tire le héros vers le bas. Il porte un héritage qu'il est terrifié de perdre, et cela le rend timoré et précautionneux. Le pouvoir se mesure par la capacité à combler un vide, à occuper un champ libéré du poids mort du passé.
C'est seulement après avoir évacué l'ombre du père que se libère la place de créer et d'établir un nouvel ordre. Pour cela, on peut avoir recours à différentes stratégies, des variantes de la mise à mort du roi, qui déguisent la violence des pulsions en les canalisant sous des formes socialement acceptables. La manière la plus simple d'échapper à l'ombre du passé est peut-être tout simplement de le minimiser, en jouant sur l'éternel conflit des générations qui dressent les jeunes contre leurs aînés. Pour cela, il faut se trouver quelques respectables ancêtres à clouer au pilori. Mao Zedong, face à une société obstinément récalcitrante au changement, joua sur le ressentiment étouffé que le peuple éprouvait contre l'omniprésence du vénérable Confucius dans la culture chinoise. John F. Kennedy, lui, connaissait les dangers que l'on court à se perdre dans le passé. Comme président, il affirma radicalement sa différence d'avec son prédécesseur, Dwight D. Eisenhower, mais se démarqua aussi de la décennie précédente, les années 1950 que celui-ci incarnait. Par exemple, Kennedy refusait de s'adonner à ce jeu ringard et ennuyeux qu'est le golf, loisir de retraités et d'aristocrates, et passion d'Eisenhower. Il jouait au football américain sur les pelouses de la Maison-Blanche. Chaque aspect de son administration incarnait la vigueur et la jeunesse, à l'opposé du personnage guindé d'Eisenhower. Kennedy avait découvert une vérité sans âge. Il est très facile de monter les jeunes contre leurs aînés, car ils cherchent à faire leur place au soleil et souffrent de l'ombre de leur père. Pour établir une distance entre soi et ses prédécesseurs, il est parfois utile de le proclamer publiquement sous la forme d'un message symbolique. C'est ce que fit Louis XIV, par exemple, en rejetant le palais traditionnel des rois de France et en construisant le sien à Versailles. Le roi Philippe II d'Espagne fit de même en établissant le centre de son pouvoir, le palais de l'Escurial, en rase campagne. Mais Louis XIV avait poussé le jeu plus loin. Il n'était pas un roi à la manière de son père et de ses ancêtres. Il ne portait ni couronne, ni sceptre, ne s'asseyait pas sur un trône. Il imposait son autorité par des symboles et des rites nouveaux qui lui étaient personnels et faisaient pâlir par comparaison ceux de ses ancêtres. Suivez son exemple. Ne marchez pas dans les traces de votre prédécesseur, ou jamais vous ne le surpasserez. Affichez physiquement votre différence en créant un style et un symbolisme bien à vous. C'est ce qu'avait compris l'empereur romain Auguste, successeur de Jules César. César avait été un grand général, un personnage de théâtre pour qui se passionnaient les Romains, un émissaire international envoûté par les charmes de Cléopâtre, bref, un personnage mythique. Alors Auguste, malgré son propre sens du théâtre, n'essaya pas de le surpasser, mais s'en démarqua systématiquement. Il fonda son pouvoir sur un retour à la simplicité romaine, à une austérité de fond comme de forme. En réaction contre le souvenir omniprésent de César, Auguste imposa sa dignité calme et virile. Le problème avec un prédécesseur fort est qu'il vous bouche la vue avec tous ces monuments commémoratifs à sa gloire, sans vous laisser le loisir de vous faire un nom. Le mieux est de repérer les vides, les domaines laissés en friche dans lesquels vous pouvez être le premier à briller. Avant de se lancer dans la carrière d'homme d'État, Périclès d'Athènes s'était demandé ce qui manquait dans la politique de sa cité. La plupart des grands hommes politiques de son temps s'étaient alliés à l'aristocratie. Lui-même, d'ailleurs, s'en sentait proche. Pourtant, il décida de défendre la cause démocratique. Ce choix n'avait rien à voir avec ses convictions personnelles, mais c'est ce qui le lança dans une brillante carrière. Par nécessité, il se fit homme du peuple. Au lieu de se battre dans une arène surpeuplée de grands hommes d'hier et d'aujourd'hui, il se fit un nom là où aucune ombre ne pouvait l'éclipser. Lorsque le peintre Diego de Velázquez commença sa carrière, il savait pertinemment qu'il ne pouvait rivaliser avec le raffinement et la technique des grands peintres de la Renaissance qui l'avaient précédé. Il décida donc de travailler un style qui, pour les canons de l'époque, semblait grossier et vulgaire, mais de le faire d'une façon novatrice.
Il y excella. Il y avait à la cour d'Espagne de grands personnages qui, eux aussi, cherchaient à se démarquer du passé. La nouveauté de Velázquez les enthousiasma. Beaucoup craignent de rompre brutalement avec la tradition, mais admirent en secret ceux qui se montrent capables de faire progresser ainsi la culture. C'est pourquoi le fait d'occuper un vide donne beaucoup de pouvoir. On retrouve au cours de l'histoire une idée aussi récurrente que stupide et qui est un puissant frein au pouvoir. Que, si votre prédécesseur a réussi en passant par les étapes A, B et C, vous réussirez forcément comme lui en l'imitant. Cette approche bêtement répétitive séduit les moins créatifs parce que c'est une solution de facilité qui satisfait leur timidité et leur paresse. Mais c'est oublier que les circonstances ne sont jamais exactement les mêmes. Lorsque le général Douglas MacArthur prit le commandement des forces américaines aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, un aide de camp lui tendit un rapport relatant les exploits de ses prédécesseurs et comment ils avaient triomphé. MacArthur demanda combien d'exemplaires il existait de ce rapport. « 6, mon général, » lui répondit-il. « Très bien. Procurez-vous-les tous les 6 et brûlez-les, tous sans exception. Je ne vais pas me laisser enfermer dans des précédents. À chaque nouveau problème, j'apporterai ma propre solution, immédiatement. » Adoptez cette attitude intransigeante avec le passé. Brûlez tous les manuels et apprenez à réagir aux circonstances au fur et à mesure. Même si l'on est sûr d'avoir réussi à se démarquer de son prédécesseur ou de telle figure paternelle, en vieillissant, il faut se garder de ne pas devenir soi-même le père contre lequel on s'est rebellé. Jeune homme, Mao Tse-tung détestait son père, et c'est en luttant contre lui qu'il trouva sa propre personnalité et établit de nouvelles valeurs. Mais lorsqu'il prit de l'âge, les manières de son père ressurgirent. Le père de Mao dévalorisait les intellectuels pour affirmer la suprématie du travail manuel. Avec le temps, Mao, qui s'engossait dans sa jeunesse, revint inconsciemment aux valeurs paternelles et appliqua ses idées dépassées, obligeant toute une génération d'intellectuels chinois à travailler de leurs mains. Ce fut une erreur colossale qui coûta beaucoup à son régime. N'oubliez pas, vous êtes votre propre père. Ne perdez pas les années consacrées à vous construire parce que vous avez baissé la garde et que les fantômes du passé, père, habitude ou histoire, sont revenus vous hanter à votre insu. Dernier point, l'histoire de Louis XV le montre, la plénitude et la prospérité nous amollissent. Lorsque notre pouvoir n'est pas menacé, nous ne voyons pas la nécessité d'agir. C'est un danger majeur, surtout pour ceux qui réussissent et qui ont du pouvoir dès leur jeune âge. L'obscur dramaturge Tennessee Williams, par exemple, fut projeté du jour au lendemain sous les feux de la rampe par le succès de La Ménagerie de verre. Le genre de vie que je menais avant ce grand succès, écrivit-il plus tard, était une véritable ascèse, une vie de lutte et de combat, mais ce genre de vie m'était bénéfique parce que c'est celui qui convient à l'être humain. Je ne m'étais pas rendu compte de toute l'énergie vitale qui était passée dans cette lutte avant que celle-ci ne s'achève. C'était la sécurité, enfin. Je me suis assis, je me suis vu, et ce fut parfaitement déprimant. Williams fit une dépression nerveuse, mais elle était probablement salutaire. Psychologiquement à bout, il put se remettre à écrire avec sa vitalité d'autrefois. C'est ainsi qu'il écrivit un tramway nommé Désir. De même, Dostoïevski avait l'impression que l'aisance matérielle méritée à chaque succès rendait inutile l'acte de création. Il prenait alors toutes ses économies, allait au casino et ne rentrait chez lui qu'après avoir perdu jusqu'au dernier centime. De nouveau réduit à l'indigence, il pouvait se remettre à écrire. Inutile pour autant d'en arriver à de tels extrêmes, mais maintenez-vous prêt à retourner n'importe quand à la case départ pour ne pas tomber dans la paresse et l'oisiveté. Fille de la prospérité. Pablo Picasso n'a su gérer son succès qu'en changeant constamment de style de peinture.
voire en rompant radicalement avec les techniques qui lui avaient valu ses succès précédents. Trop souvent, les premières victoires font de nous des caricatures de nous-mêmes. Les gens de pouvoir savent identifier ces pièges. Comme Alexandre le Grand, ils luttent pour se renouveler constamment. Il ne faut pas laisser revenir le père. À chaque pas, il faut le tuer de rechef. Image, le père. Il jette sur ses enfants une ombre immense, les tient en esclavage bien après être partis, en les ligotant au passé, en étouffant leur jeune vitalité et en les forçant à suivre le même chemin rebattu que lui. Il a plus d'un tour dans son sac. À chaque carrefour, il faut tuer le père pour sortir de son ombre. Autorité. Évitez de succéder à un grand homme. Si on s'y engage, que ce soit avec l'assurance de le surpasser. Pour égaler le mérite d'un prédécesseur, il faut en avoir une fois plus que lui. C'est une finesse dans le premier que celui qui lui succède le fasse regretter, et c'en est une aussi dans le second que celui qui l'a précédé ne l'éclipse pas. Il est difficile de remplir un grand vide. Un homme fort d'emploi paraît encore plus parfait qu'il n'était. On ne le remplacera pas à égalité de mérite, parce qu'il a l'avantage de la primauté sur ce point-là même. Il est donc nécessaire d'apporter en lui succédant de plus grandes qualités, pour qu'il tombe de la haute estime dont il était en possession. Balthasar Gracián, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario, vous pouvez vous servir de l'ombre d'un prédécesseur célèbre à votre avantage si c'est une astuce délibérée, une tactique choisie que vous abandonnez une fois qu'elle vous a mené là où vous le désiriez. Napoléon III reprit le nom et la légende de son illustre grand-oncle, Napoléon Bonaparte, pour devenir président, puis empereur. Pourtant, une fois sur le trône, il ne se cramponna pas au passé. Il montra vite à quel point son règne serait différent et prit garde à ce que nul ne s'attende à le voir atteindre les mêmes sommets que Bonaparte. Il existe bien des éléments du passé qui valent la peine qu'on se les approprie, des qualités dont il serait stupide de faire litière sous prétexte de se distinguer. Alexandre le Grand lui-même reconnaissait qu'il était influencé par les talents de son père dans l'organisation d'une armée. Il serait puéril et vain de mettre un point d'honneur à faire les choses différemment de son aîné, à moins d'avoir une logique propre. Joseph II, fils de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse, se piquait de différences radicales avec sa mère. Il s'habillait comme un simple citoyen, vivait dans un hôtel particulier et non dans un palais. Bref, se faisait passer pour l'empereur du peuple. En effet, Marie-Thérèse avait été majestueuse, splendidement aristocratique. Le problème était que, malgré tout, elle était très aimée. C'était une impératrice sage, à qui des années d'épreuve avaient appris à gouverner. Si vous avez l'intelligence et un instinct qui vous guident dans la bonne direction, vous pouvez sans danger jouer les rebelles. Mais si vous êtes médiocre, comme l'était Joseph II par rapport à sa mère, vous vous en sortirez mieux en puisant dans le savoir et l'expérience de votre prédécesseur, fondés sur des faits bien réels. Enfin, il est sage de surveiller du coin de l'œil les jeunes, vos futurs rivaux pour le pouvoir. Comme vous avez essayé de vous débarrasser de votre père, ils essaieront bientôt de se débarrasser de vous, en dénigrant vos réussites. Vous avez réussi en rejetant le passé. Surveillez ceux qui émergent et ne leur donnez jamais l'occasion de vous jouer le même tour. Le grand peintre, sculpteur et architecte baroque Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, détectait infailliblement parmi les jeunes artistes ses rivaux potentiels et parvenait à les garder dans son ombre. Un jour, un jeune tailleur de pierre du nom de Francesco Borromini montra à Bernini ses croquis d'architecture. Remarquant immédiatement son talent, Bernini l'embaucha comme assistant sans d'autre forme de procès. Le jeune homme était ravi, mais ce n'était qu'une tactique pour le garder sous sa coupe
afin de lui donner un complexe d'infériorité. De fait, malgré le talent de Borromini, la postérité n'a retenu que le nom du Bernin. Celui-ci se servit de cette stratégie toute sa vie. Ainsi, craignant que le grand sculpteur Alessandro Algardi ne ternisse sa gloire, il fit en sorte qu'Algardi ne puisse trouver du travail que chez lui. Il en fut de même de tous ses autres aides, dont il ruina la carrière chaque fois qu'ils osèrent se rebeller et tentèrent de s'établir à leur propre compte.